tous, bonjour à toutes, est-ce qu'on m'entend convenablement? Il semblerait que oui. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Merci aux personnes qui sont en ligne avec nous également. On est très heureux de vous avoir. Vous connaissez peut-être déjà ce lieu. Nous sommes chez Léonard Paris, en plein Paris, dans le 12e arrondissement. Léonard Paris, c'est 4500 mètres carrés de bureaux absolument agréables, qui est dédié aux entrepreneurs de l'entreprise, aux startups, aux innovateurs. Donc, quel meilleur lieu que celui-ci pour présenter la thématique du jour. Donc, je m'appelle Aurélien Goyer, je suis directeur de la communication de la société OPO, un cabinet de conseil en transformation industrielle, et je suis heureux d'être avec vous pour cette troisième session du cycle Industrie et Territoire, qui est co-organisée par des partenaires que je vais citer avec le plus grand des plaisirs, la Société d'encouragement à l'industrie nationale, OPO, donc Energy Observer, et Léonard by Vinci, donc bien évidemment. La thématique du jour, donc je vais la citer, elle est sous vos yeux: efficacité et circularité, levier pour la transition énergétique. Alors, à 2 mois de la première présentation de Bercy du projet pour la loi d'industrie verte, quel meilleur timing pour évoquer le sujet du jour. Il faut avouer que l'efficacité énergétique et la circularité sont parfois un peu les parents pauvres du débat public sur la transition énergétique, dans un contexte où les débats sont surtout cristallisés autour de débats comme ceux autour du nucléaire versus les ENR, etc., ce qui prennent parfois beaucoup de place et qui ne permet pas à ces deux thématiques-là d'émerger de la façon dont elles devraient le faire. Nous débuterons, pour vous donner une petite information d'organisation, nous débuterons par 15 minutes de keynote introductive par Grégory Richat, qui est donc directeur associé au sein du cabinet OPO, qui est également le cofondateur du mouvement Circular for Good et qui est aussi co-auteur d'un ouvrage avec Emmanuel de l'INEC, justement, et qui s'appelle Pivoter vers l'industrie circulaire. Donc, on est exactement dans le thème d'aujourd'hui. Grégory, bonjour. Alors, j'espère que vous nous entendez. A priori, vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour Grégory, merci beaucoup d'être avec nous. On va tout simplement vous donner la parole pendant les 15 minutes qui suivent et on la reprendra. Je la reprendrai, je me chargerai aussi de faire le maître du temps. On se retrouve dans 15 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous les partenaires pour l'organisation et puis à tous ceux qui peuvent participer. Je m'excuse de ma présence à distance. Les grèves ont été plus fortes que moi sur ce coup-ci. Alors j'ai quelques messages que j'aimerais passer parce que c'est un sujet effectivement qui est quand on parle de transition énergétique et de circularité, on ne fait pas forcément le lien, alors qu'en fait, il y a un lien qui est assez génial en fait, à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et efficacité, effectivement, il y a tellement de choses encore à faire. Donc, il y a des leviers ce sont deux leviers qui sont très, très intéressants. Et je pense que les participants à la table ronde, ensuite, sont assez facilement les illustrer et donner, j'espère, des pistes de transformation pour toutes les industries et les territoires qui nous écoutent. Alors peut-être pour démarrer, j'ai 3 pages à vous partager et trois grands messages. Le premier, c'est quand on parle de transition énergétique, on parle essentiellement, comme tu l'as dit Aurélien, de décarbonation des procédés. On parle aussi de décarbonation des usages avec la voiture électrique, etc. Mais en fait, ces deux volets ne suffiront pas. Donc, je représentais ici une chaîne de valeur industrielle de l'extraction jusqu'à la fin de vie. Donc, on parle de chaîne de valeur linéaire, parce qu'aujourd'hui, pour utiliser nos produits de tous les jours, on extrait des ressources, on les produit pas forcément en France, même si c'est un petit peu mieux en ce moment. On les utilise et souvent avec des durées de vie assez faibles, et ensuite on les jette. Les deux grosses flèches bleues qui sont là, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une stratégie politique, nationale, industrielle très forte sur la décarbonation, mais on va être très sur la décarbonation scope 1 et 2 sur les usines. C'est ce que moi j'appelle les cœurs d'usine, là où on produit. Et avec le nucléaire ou les ENR, etc., voir sur nos usages comment, quand on a des volets roulants électriques ou des voitures, on n'est pas sur des énergies fossiles. Ces deux leviers-là sont des leviers déjà essentiels. Ils ne sont pas du tout évidents à mettre en place. On voit tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur la voiture électrique ou d'autres sujets. Par contre, ils focus à peu près 90% de l'attention. Et ça, c'est un problème, parce que ces deux leviers ne suffiront pas. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde, il y a un axe qui est très orthogonal à l'énergie, c'est la matière, c'est les ressources. Et on l'a vu,
Aujourd'hui, on a, avec la crise en Ukraine, avec le dérèglement climatique, avec un canal de Suez qui se bouche à cause d'un énorme coup de vent, ou à cause de tensions géopolitiques très fortes, ou de reprise après Covid, et ben, si on décarbone tout, mais donc qu'on n'a pas de matière pour ces raisons-là, on ne peut pas produire. Donc on a une vulnérabilité aujourd'hui des chaînes d'approvisionnement au niveau global, du fait des modes de fonctionnement qu'on a aujourd'hui dans l'industrie. On a la destruction du vivant. On voit que nos modes, alors ça passe par le climat, mais pas que. On parle beaucoup de CO2, mais il y a la biodiversité, l'acidification des sols, etc. Donc toute l'industrie aujourd'hui génère une destruction globale du vivant qui va s'accentuer de plus en plus dans les prochaines années. On parle beaucoup du climat, mais il n'y a pas que le climat. On a des disruptions réglementaires qui font qu'aujourd'hui, les industriels qui restent sur des produits comme on a ne vont pas tenir la route sur les 5 prochaines années. Donc on voit le moteur thermique à l'électrique, mais on voit aussi l'interdiction des plastiques à usage unique, l'apparition de la consigne, les filières REP qui se mettent en place sur tous les secteurs. Énormément de mouvements qui font qu'aujourd'hui, l'industrie est bien chahutée. On a des offres avec des produits, et là, il y a un lien très fort avec la décarbonation, qui sont des produits de plus en plus gros. Les voitures sont de plus en plus grosses, les téléphones, les écrans sont de plus en plus gros, avec plus en plus de technologie. Donc, de moins en moins réparables, de plus en plus jetables et consommant de plus en plus d'énergie. Voilà. Et tout ça, cette industrie, aujourd'hui, a un vrai défaut d'attractivité des équipes, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Alors, j'en viens au sujet de la circularité. Aujourd'hui, ces chaînes de valeur-là, là, on est 5. on vient consommer plus d'1,7 planète pour fabriquer nos produits. Et une étude récente a montré qu'il y avait 7,2% de l'économie mondiale qui est circulaire. Donc, ça veut dire qu'on jette 93% de ce qu'on consomme. Donc, on extrait trop et on jette trop. Donc, il y a un premier sujet, la circularité. Sur la transition de l'industrie, ce ne sera pas assez... il faudra absolument l'intégrer demain, donc dans la loi industrie verte et dans les transformations aujourd'hui de l'industrie, pour réussir à faire cette transition. Le lien avec l'énergie, on va le voir tout à l'heure avec quelques exemples, c'est que la circularité permet de décarboner, mais on voit aussi que la circularité, quand on veut faire des batteries avec des gigafactories ou quand on veut électrifier l'ensemble de nos usages, on va avoir une tension sur les ressources qui va être incroyable. Et donc, si on continue à extraire autant qu'aujourd'hui, donc qu'on soit sur les mêmes modes qu'aujourd'hui pour fabriquer nos produits et électrifier nos usages, on n'aura pas assez de matière. Donc, la transition énergétique sera bloquée parce qu'on va être sous contrainte de ressources. Donc, voilà. Donc, et l'ensemble des produits qu'on va faire, est-ce qu'on va avoir sur des produits, des voitures, des téléphones qui vont continuer à durer 2 ans? Donc, on va consommer énormément de matière, consommer énormément d'énergie, mais aussi d'eau, etc., pour avoir des produits qui durent peu, qui vont finir jetés et qu'on n'utilisera plus. Et donc, on va être dans un cycle d'emballement. On va devoir encore reconsommer, etc., pour faire perdurer des usages sur les 50 ou 60 prochaines années. Donc, ce modèle-là, en fait, ne tiendra pas et il faut absolument compléter les leviers de transition énergétique par des leviers autour, certes, de l'efficacité, mais l'efficacité, quand on est sur des consommations exponentielles, si on est plus efficace, on reste sur des consommations exponentielles. Donc, il faut de l'efficacité, mais ça ne suffira pas. Et il faut basculer, bifurquer vers des modèles qui soient circulaires. Alors, je vous donne quelques... Alors, du coup, je pense qu'il y a 3 chiffres à retenir, si vous voulez un peu marquer les esprits. Le premier, c'est que les cœurs d'usine, là où on produit, ce qui considère le scope 1 et le scope 2, si vous reprenez les principaux bilans carbone, les bilans carbone des principaux groupes, un grand groupe industriel et petit, c'est moins de 5% de l'empreinte carbone globale. Là où on a une empreinte CO2 forte, c'est sur le scope 3 amont, quand on vient avoir des produits comme du chocolat, des bijoux, etc., où on vient en fait déforester ou faire des mines, etc. Donc on est vraiment sur l'extraction de la ressource. Et quand on a des produits qui sont utilisés dans les voitures ou qui sont électrifiés, c'est pour l'usage. Donc travailler sur les cœurs d'usine, c'est déjà un travail énorme fait par de nombreux industriels, mais ce n'est que 5% de l'empreinte CO2. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est un chiffre qui est issu d'une étude d'Accenture, c'est qu'il y a sur un panel de très grandes entreprises en Europe qui avaient un plan ou qui ont un plan net zéro carbone à 2050, il y en a seulement 9% qui, au vu des leviers qui sont engagés, vont y arriver. Donc aujourd'hui, voilà, la décarbonation par les procédés et l'énergie, c'est quelque chose de très complexe restant dans des chaînes de valeur qui sont linéaires et qui font notre société.
Et le dernier chiffre qui vient de la Fondation Ellen MacArthur, et c'est là qu'il y a un gisement qui est hyper intéressant en complément, c'est que 40%, 45% des leviers de décarbonation proviendront des leviers de circularité. Et c'est ce sujet-là qu'il faut absolument intégrer dans la transition énergétique. Alors, quelques exemples, il y en aura d'autres tout à l'heure. J'ai pris quelques exemples en suivant un cycle de vie de produits avec plusieurs entreprises qui sont petites ou grosses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des entreprises un peu pionnières sur leur sujet, qui ont intégré la circularité dans leur business model, donc pas que dans le recyclage des déchets, mais bien en amont sur toutes les boucles et toutes les phases de cycle de vie des produits. Et que la circularité apporte des innovations de rupture. Et en plus, ça crée de l'emploi local. On verra les autres avantages derrière. Alors, quelques exemples. Saint-Gobain, par exemple, qui a sorti récemment un verre qui s'appelle Orae, qui est produit à partir de 70% de calcin, et dont une grande partie qui est du calcin recyclé. Donc, c'est du verre plat qui est issu de la déconstruction de bâtiments. Aujourd'hui, ce verre est 97% du verre qui est fini enfoui. Donc, le verre plat, quand on déconstruit, il est cassé et il est enfoui. Ce verre, si vous avez récupéré à le récupérer, ça s'appelle le calcin, vous le réintégrez en production, vous êtes capable de faire un verre en boucle infinie. Et ce verre demande moins d'énergie pour être fabriqué. Donc, c'est là qu'on voit le lien entre on vient accéder à moins de matériaux, parce qu'on récupère du verre qui existe déjà, et on a besoin de moins chauffer. Donc, on arrive à avoir un verre qui est décarboné, qui est 40% moins carboné, en tout cas, qu'un verre plat classique. Donc, le recyclage, quand c'est bien pensé, peut permettre d'abaisser les niveaux d'énergie pour refaire des produits en boucle, en plus dans les boucles locales et de réutilisation. Valrhona, sur un cœur d'usine, avec des boucles de chaleur fatale, récupération de la chaleur fatale et d'efficacité énergétique, ça permet de réduire, on a vu, 57% sur le scope 1 et 2, et de réduire les consommations d'énergie 30% dans un contexte inflationniste de l'ensemble de ces coûts. Donc, c'est super intéressant. Gazeltech qui fait une voiture qui est 40% moins lourde, donc plus petite qu'une voiture de la même catégorie, qui permet de réduire en fait de 40% le poids de la batterie et de consommer 40% en moins. Avec fabrication en micro-usine, très peu de composants, donc très peu complexe à assembler. Donc aller vers des produits plus petits, plus frugaux, c'est aussi un vecteur très important d'innovation et de transition énergétique, ce qui est peu aujourd'hui le cas dans ce qu'on voit dans les produits actuels. Un autre exemple, toujours dans le transport, qui est Renault Trucks. Renault Trucks, ce qui est très intéressant, c'est que sur les camions, ils ont développé tout un ensemble de boucles de circularité pour accompagner la transition vers le camion électrique. Il y a déjà l'allongement de la durée de vie des camions, la performance en termes de consommation des camions existants, qui est un axe un peu comme la Gazeltech qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait d'aller vers des modèles de remanufacture, c'est-à-dire de récupérer des pièces qui ont déjà un moteur qui a déjà roulé, de le redémonter et de le remettre au même indice technique, donc de le remettre à neuf en fait, alors qu'il a déjà roulé 5 ou 10 ans. Donc ça, on peut faire avec plusieurs pièces de rechange et plusieurs types de pièces de rechange, pièces du moteur ou autres. Et ça permet d'avoir aussi, comme le cas de Saint-Gobain, des pièces qui sont 40 à 60% moins carbonées. Je pense que Schneider Electric pourra en témoigner aussi. Les produits remanufacturés permettent de ne pas jeter, de consommer moins de matière, moins d'eau et d'avoir des produits beaucoup moins carbonés sur le marché. Et enfin, les alchimistes, on est plutôt sur des biodéchets. Là, je parlais de produits techniques surtout, mais surtout ce qui est produit aussi organique. Donc là, il y a des filières qui vont se mettre en place, de collecter les biodéchets, donc tout ce que vous jetez aujourd'hui dans vos poubelles en termes de déchets organiques et qui sont incinérés pour pas grand-chose. Mettre en place ces filières-là permet de collecter les déchets, de faire soit du compostage, qui permet d'alimenter une agriculture locale et sortir relativement sortir des engrais, ou alors de générer des biogaz aussi. On a aussi les CSR, par exemple. Donc, on peut faire on peut avoir de l'énergie ou de l'engrais ou d'autres éléments grâce à une régénération des déchets. Et ça aussi, ça nous emmène vers un monde moins carboné, avec une empreinte sur la matière, la biodiversité, sur l'eau, etc. Donc, sur l'ensemble des limites planétaires qui est beaucoup plus réduite. Et donc, c'est très complémentaire à la décarbonation de l'énergie. On est aussi sur une résilience des approvisionnements, parce que quand on récupère du verre, qu'on récupère des pièces de rechange, qu'on vient se sourcer dans les villes pour récupérer des déchets, ben, on est moins soumis à des usines d'engrais qui vont s'arrêter en Europe. On est moins soumis à la rupture des chaînes de valeur, à la rareté de la ressource. Et on revient aussi vers une industrie, une société qui sera plus autonome demain. Et on a des business models pour ces entreprises qui sont en plus très différenciants. Alors que si on fait que décarboner,
on sera juste comme tout le monde, on aura investi beaucoup d'argent qui est nécessaire, mais on n'aura pas fait évoluer ces business models. Donc la circularité est un vrai levier et l'efficacité sont deux leviers qui sont essentiels et comme tu l'as dit Aurélien, qui sont encore trop peu mis en avant par rapport à l'ensemble des débats qu'il y a sur la nature même de l'énergie. Alors le dernier message, c'est que tous ces sujets-là, tous ces volets-là, c'est encore un sujet de pionnier. J'appelle ça les insiders, donc des gens dans les entreprises qui essayent de pousser ces sujets en interne. Ça passe encore en second rang par rapport à justement le packaging ou l'énergie ou le scope 1 et scope 2 qu'il faut transformer. Et c'est des sujets, par contre, qu'on peut actionner simplement, assez vite, enfin simplement. Il n'y a pas besoin de rupture technologique, de deep tech pour y passer. On a les moyens industriels, on a les compétences, on a les filières qui sont prêtes à être créées. Donc, en fait, il faut passer à l'opérationnalité. Donc, ce que j'ai un peu décrit, c'est ce qu'on vit, nous, et ce qu'on fait avec les entreprises avec qui on travaille. C'est d'abord, sur le volet cœur d'usine, le zéro, c'est de sécuriser ces cœurs d'usine par l'énergie, la performance énergétique, la performance matière. Mais ensuite, surtout, c'est de travailler les chaînes de valeur. Et là, on est sur des chaînes de valeur qui sont souvent inconnues. La plupart des industriels ne savent pas ce que deviennent leurs produits une fois qu'ils sont utilisés. Et donc, on est vraiment dans une démarche où il faut être un peu comme une start-up pour une entreprise, c'est-à-dire de sortir de son entreprise, explorer, comprendre les chaînes de valeur en amont, en aval, assez vite essayer de prototyper, par exemple récupérer des fenêtres, casser du verre, le remettre dans un four quand on a du temps libre dans le four, enfin, aller avec les moyens qu'on a à coût marginal, prototyper de nouvelles chaînes de valeur, chercher à retrouver des fournisseurs locaux pour revenir sur les empreintes locales. Tout ça, en fait, elle a exploré, prototypé. Il y a des entreprises, quand elles s'y mettent avec une bonne intensité, en 12 ou 18 mois, s'il n'y a pas d'énormes CAPEX, on est capable de prototyper de nouvelles chaînes de valeur et d'aller prouver de nouveaux modèles, prouver de nouveaux business models et avoir une preuve marché qu'on peut faire différemment. Et ensuite, une fois qu'on a ça, pour sortir de l'enfer du POC, comme on dit, il faut arriver à essaimer. Et donc là, on va travailler sur le design des produits, quel ramp-up industriel, comment travailler sur d'autres pays sur les mêmes sujets. Et ça, on peut travailler un peu en mode projet, mais il faut aussi, c'est la grande barre du dessous, les enjeux pour l'entreprise, c'est d'arriver à s'adapter, embarquer les équipes, embarquer pas que soi, mais aussi ses clients et ses fournisseurs. On est dans des créations de nouvelles filières, travailler avec l'écosystème, avec les territoires, toucher le travail sur la réglementation aussi, des fois, parce qu'on peut être bloqué par des phénomènes réglementaires au lieu d'être favorisé par une réglementation. Donc, il y a une vraie transformation du tissu des écosystèmes autour de l'industriel. Travailler sur l'innovation pour les entreprises. On est très, très fortement en cycle en V. Il y a souvent beaucoup de silos. Il y a l'IT qui peut bloquer. Donc, il faut arriver à innover vite, de façon très agile, ce qui peut être aussi un changement organisationnel et de paradigme pour l'entreprise. Et ensuite, je pense, le dernier point, je m'arrêterai là, c'est il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui il y a une question d'ADN de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises passent à mission ou changent de raison d'être, mais travaillent beaucoup sur le côté RSE, donc c'est nécessaire. Par contre, je demanderais de passer aussi, quand il y a de basculer, de tirer des programmes d'innovation par la raison d'être qui viennent toucher les modèles économiques et comme ça réussir à transformer progressivement l'ADN de l'entreprise. Donc, il y a un vaste champ d'innovation, d'exploration et de transformation est possible par ces leviers-là. Je pense que, Aurélien, je vais te redonner la main. Il y a trois très belles entreprises qui font partie des pionniers. Et voilà, donc j'invite l'ensemble des entreprises à s'engager dans cette voie de transformation. Merci Grégory, merci beaucoup d'avoir essayé de tenir le timing, c'est pas évident sur des sujets comme ça. Merci pour ça. Je rappelle Grégory que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle Pivoter vers l'industrie circulaire, que vous pouvez vous procurer sur Internet, mais encore mieux chez votre libraire préféré. Je vais maintenant avoir le plaisir de décliner l'identité de nos invités. En fait, j'en ai deux à ma gauche et une personne qui est en ligne. Je vais commencer par toi, Caroline. Alors, on est parti sur un tutoiement généralisé. J'espère qu'il ne sera subi pour aucun d'entre vous. Caroline, donc tu es Sustainability Manager chez Verkor. C'est une entreprise qui est née en 2020 et qui est un acteur clé de la production des batteries de demain. J'ai Paolo Camejo qui est directeur des affaires publiques chez Engie Solutions, qui est l'entité qui accompagne ses clients vers la décarbonation, si je ne dis pas d'ânerie. Et enfin, Geoffrey Richard, qui est directeur de l'économie circulaire chez Schneider Electric. Très important, avant qu'on avance,
pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions et interagir avec chacun de vos intervenants. Et ces questions m'arrivent directement sur l'iPad. Donc voilà, on joue le jeu tout le temps sur ce cycle et on transmet vos questions. Donc, dès lors qu'elles ont du sens, eh bien, nous les transmettons à nos intervenants. Je suis très heureux de vous accueillir toutes et à toutes. Je suis aussi très heureux parce que on a beau avoir préparé cette session, je découvre à quel point la keynote est connectée à tout un tas de sujets qu'on va aborder. Et je suis content qu'on ait l'occasion de rentrer un petit peu dans le détail. Il y a une multitude de choses qu'on va pouvoir se dire. Donc, on va commencer simplement, mais sûrement. Je vais vous demander, on va commencer par Caroline qui est à distance. Caroline, est-ce que tu peux te présenter, présenter Vercors? Je l'ai fait très succinctement, mais en fait, ce que j'aimerais comprendre, et ça sera cette première vague de questions pour vous trois, en quoi ça concerne la thématique du jeu, en quoi ça concerne Vecteur, à quoi ça te concerne pardon, personnellement cette thématique du jour et en quoi elle concerne l'entreprise que tu représentes? Tout d'abord, bonjour à tous et désolé également de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous aujourd'hui. J'ai même contrainte que Grégory. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir intervenir puis échanger avec vous sur ces thématiques très intéressantes aujourd'hui et qui sont aussi très importantes. Donc, je vais effectivement vous rappeler effectivement ce qu'est Vercors et ce que nous faisons. Donc, nous sommes une entreprise créée en 2020 avec l'ambition d'accélérer la production de batteries bas carbone en France, en Europe, pour pouvoir répondre à la demande croissante de véhicules électriques et au développement de la mobilité électrique en général. Et donc, en fait, Vercors est vraiment issu d'une ambition entrepreneuriale et avec une ADN vraiment partenariale. Donc, nous avons 6 cofondateurs et l'entreprise est soutenue par un consortium d'actionnaires de haut niveau sur toute la chaîne de valeur de la batterie qui comprend la digitalisation, le recyclage, tout autour de la production de batteries pour véhicules électriques. Donc aujourd'hui, nous sommes 270 collaborateurs, 37 nationalités, donc on est vraiment une dimension internationale. Et donc, à terme, en 2025, on sera 1600. Et donc, l'entreprise est aujourd'hui donc basée à Grenoble, où nous avons donc le Vercors Innovation Center, qui est en fait un laboratoire digital et ligne pilote, donc basé à Grenoble, qui est donc opérationnel cette année, qui va déjà produire de premières batteries pour une capacité donc totale de ligne pilote qui va jusqu'à 150 MWh. Et nous construisons une Gigafactory, donc la première usine qui sera à Dunkerque, qui aura une capacité de 16 gigawattheures. 16 gigawattheures, c'est à peu près pour fournir des batteries pour 300 000 véhicules électriques par an. Elle sera opérationnelle en 2025 et le but est d'atteindre 50 gigawattheures en 2030 et 65 en 2032. Donc ça va générer environ 1200 emplois directs donc à Dunkerque et pour à peu près 10 000 emplois indirects. Donc c'est-à-dire tous les services ou toutes les activités qui seront connexes, qui vont se développer autour de l'usine. Et donc, le but est donc de faire une usine qui va être ultra efficiente. Donc, on intègre le digital, l'analyse de données en temps réel, pour à la fois permettre d'avoir de meilleurs rendements, mais aussi d'augmenter l'efficacité énergétique, une meilleure efficacité dans l'utilisation des ressources, donc avoir moins de déchets notamment, et donc avec tout un système de processus de production digitalisé et durable. Donc ça, c'est à la fois sur la ligne pilote, donc à Grenoble, et donc directement dans la Gigafactory à Dunkerque. Comme je disais, on fait des batteries bas carbone, c'est-à-dire que les batteries auront une empreinte carbone qui va être à peu près 4 fois moins élevée que celle produite en Chine. Et notre enjeu également de construire toute une chaîne de valeur locale, donc une filière européenne des batteries, de la production de batteries sur l'ensemble de la chaîne de valeur en Europe. Donc ça part des matériaux, en comprenant les équipements industriels jusqu'au recyclage. Et donc, c'est vrai que pour nous, transition énergétique et circularité, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, un premier niveau, comme je disais, au niveau de l'usine et au niveau aussi de l'approvisionnement en matières premières, donc les métaux stratégiques dont on se sert pour faire des batteries. Donc, au sein de la Gigafactory, pour nous, c'est à la fois un réseau de chaleur fatale, donc c'est-à-dire on a besoin de chaleur. Donc, en termes d'énergie, on a besoin à la fois d'électricité, mais aussi de chaleur. Et cette chaleur, on va récupérer la chaleur fatale, en fait, de l'acierie voisine
grâce à un réseau de chaleur. Et en fait, nous, cette chaleur, dans notre procédé de production, ça permet de sécher les électrodes. Donc déjà, on va récupérer cette chaleur fatale. Et comme je disais, on va utiliser beaucoup d'outils digitaux qui vont nous permettre en fait de suivre les consommations énergétiques en temps réel et de les suivre au plus près. Donc en fait, ça permet de détecter en temps réel s'il y a des moindres déviations, des surplus de consommation énergétique, des micro-variations et d'agir tout de suite. Et donc ça permet de vraiment être plus efficace dans les consommations énergétiques. Et voilà, un des grands enjeux de la production de batteries, c'est, Grégory en parlait aussi, c'est l'approvisionnement en matières premières et le fait de pouvoir sécuriser cet approvisionnement. C'est aujourd'hui une tension effectivement sur les matières premières. Et donc, ça va passer par une combinaison de 3 leviers. À la fois pour nous, comme je dis, l'important est de relocaliser la chaîne de valeur des batteries donc en Europe. Donc, pouvoir s'approvisionner sur des projets européens durables, d'utiliser du recyclage. Donc, nous allons recycler nos déchets et les batteries en fin de vie. Et enfin, une part d'approvisionnement qui peut provenir d'importations de métaux, mais qui dans la production, respectent des critères environnementaux et sociaux très stricts. Donc voilà, je ne sais pas si je détaille maintenant ou si vous voulez qu'on revienne dessus un peu plus tard. On va très certainement y revenir, Caroline. Je pense que ça permettait de périmétrer déjà le sujet. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis on discutera aussi de l'empreinte industrielle locale, parce qu'on sait que Dunkerque est une zone qui a un historique particulier, un historique industriel particulier. Ça sera intéressant de voir comment ça résonne dans la tête et dans le cœur des gens là-bas. Je vais me tourner vers toi, du coup. Geoffrey, même question. En quoi la thématique te concerne et personnellement et collectivement? Cette question, elle va te concerner en particulier parce que finalement, tu fais partie de ces individualités aussi pionnières qui poussent au sein d'un groupe qui pourtant a déjà une légitimité très forte sur des sujets de transition énergétique, un sujet qui est le sujet de la circularité. Je ne sais pas. Est-ce que le micro de Geoffrey fonctionne? Je crois qu'on est pas mal. Oui, a priori. Bonjour à tous. Excusez-moi. Je suis déjà ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Merci de cette tribune pour qu'on puisse finalement échanger sur les solutions que nous mettons en place. 1, sur l'efficacité énergétique et 2, sur la circularité. Très brièvement, qui est Schneider? Juste en deux, 3 lignes. Donc Schneider, déjà, c'est une entreprise française qui a été créée il y a plus d'une centaine d'années. La mission de Schneider, c'est 1, aider à la digitalisation de l'énergie, d'accord? Donc le dogme, il est très simple, c'est voir pour comprendre et comprendre pour agir, dans l'objectif de mieux consommer, de moins consommer. Et 2, l'automatisation des process industriels, pareil, dans la même vision finalement, pour mieux comprendre comment fonctionnent ces process industriels et puis mieux les adapter et finalement toujours moins consommer, mieux et moins consommer. En quoi aujourd'hui ma présence s'inscrit finalement et quel est l'intérêt qu'on y trouve, d'accord, au niveau de la circularité? C'est parce que finalement Schneider, depuis 18 ans, Schneider a lancé sa première politique RSE. D'accord, on a intégré la circularité au cœur même de notre scope 1 et notre scope 2, comme le disait Grégory tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on a pris le pari, il y a maintenant 4 ans, de finalement circulariser le scope 3.1 de nos activités. Et puis, finalement, se rendant compte que ça fonctionne très bien, on a pris également le pari d'aider nos clients à décarboner le scope 3 de leurs propres activités. Et donc, je vous exprimerai tout à l'heure comment, avec quelles solutions, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour aider nos clients à décarboner leur activité, à mieux consommer, d'accord, et à moins consommer. Alors, je ne veux pas qu'on rentre trop dans l'introspection, mais je veux que tu nous parles quand même sans rentrer dans le détail de ton parcours, la façon dont tu es arrivé à ce sujet-là. Parce que je trouve qu'elle illustre quelque chose d'intéressant, c'est que la circularité, c'est un sujet qui est transverse, accessible, à la fois qui donne une impression d'être un peu complexe, mais j'aime l'idée que ton parcours montre qu'en fait, on peut tous se saisir de ce sujet-là. Tout à fait. Alors, je ne suis pas un pur fruit de la circularité ou de la sustainability. Je ne proviens pas d'études dédiées à ce sujet-là. Je ne sors pas d'un cabinet de consulting. En fait, la détermination fait la différence. C'est ce qu'on se disait lors de notre entretien préalable. Je suis finalement plutôt quelqu'un de très opérationnel chez Schneider et avant dans mes anciennes expériences. Mon métier, c'était de mettre la main dans le cambouis, de regarder comment ça fonctionnait, de regarder tous les rouages et là où est-ce qu'on pouvait finalement gagner en efficacité et en circularité. Et je suis venu sur ce sujet l'année dernière, par conviction personnelle bien sûr, mais aussi et surtout par détermination et volonté de vouloir faire changer les choses.
C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Grégory le disait, hein, ce qui est très compliqué dans les entreprises industrielles qui sont basées comme Schneider et comme beaucoup d'autres entreprises sur des modèles de lean manufacturing qui datent du Fordisme, hein, c'est des modèles qu'on applique depuis plus d'une centaine d'années, donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans l'équation, c'est d'avoir quelqu'un finalement qui est déterminé à faire changer les choses. C'est très clair, merci beaucoup. Le lien avec Grégory est intéressant sur cet aspect-là. Paolo, dites-nous comment vous-même vous êtes arrivé sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça représente ce sujet pour vous, et puis quelle place occupe Engie sur ce terrain-là, ces terrains-là. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Moi, je prends plaisir à vous écouter sans avoir rien dit dès ce matin, parce que j'entends que des mots qui me font plaisir, circularité, chaleur fatale, etc. Déjà, efficacité énergétique, c'est extraordinaire. Engie Solutions, en 2 mots, c'est effectivement la filiale, c'est une filiale d'Engie, mais c'est la filiale qui s'occupe d'efficacité énergétique et de chaleur et de froid renouvelable, en fait, effectivement. On ne vend pas de gaz. Nous, notre métier, c'est effectivement faire économiser de l'énergie à nos clients et ensuite la produire localement sur les territoires le mieux possible, en fait. Et nos clients sont qui? C'est des industriels, des collectivités, etc. Et mon métier chez Engie Solutions, parce qu'on est 15 000 en France, effectivement, c'est tout particulièrement la promotion d'un vecteur énergétique inconnu ou très peu connu, qui sont les réseaux de chaleur, en fait. Il y a autre chose, effectivement, que des réseaux électriques, autre chose que des réseaux de gaz. Il y a des réseaux de chaleur et ça permet de faire de l'économie circulaire auprès de territoires et des industries, en fait. Et personnellement, comment je suis arrivé à ces sujets? En fait, je suis tombé dedans petit. En fait, j'ai eu la chance de faire une école des mines et à l'époque, j'ai pris une option qui était extrêmement innovante dans une école des mines, qui était l'option environnement. Ce qui était Latin et environnement. Ouais, ce qui était révolutionnaire, en fait. Alors, vu d'aujourd'hui, ça paraît très banal, mais à l'époque, c'était extrêmement révolutionnaire dans les années 90 de former des ingénieurs pour aller s'occuper de sujets peu intéressants qui étaient la maîtrise de l'élément. C'était effectivement très chimie, on était un peu loin de nos problématiques carbone, etc. Mais voilà, c'était la logique. Et après, j'ai fait toute ma carrière, effectivement, pas chez Engie, mais dans des fonctions opérationnelles dans les déchets, donc le recyclage des déchets, leur valorisation, la création des centres de tri que j'ai opéré, effectivement. Après, dans la distribution de services aux collectivités dans l'eau, toujours dans la partie environnement, et là, depuis une quinzaine d'années, dans la partie énergie, mais la partie chaleur. C'est intéressant. Un des partenaires de ce cycle est associé d'encouragement à l'industrie nationale, et un des points communs entre ces sujets de circularité de l'industrie, au-delà du fait qu'ils aient besoin l'un de l'autre, c'est que l'industrie, c'est quelque chose dans lequel on peut tomber quelque part, et quand on tombe dedans, c'est assez difficile d'en sortir, et la circularité, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. C'est une transition toute faite vers la question suivante. Merci à tous les trois pour cette présentation, c'était intéressant d'avoir un peu le contexte et de votre rapport, vous, personnel, à tout ça. Caroline, vous travailler aussi pour et avec la Fabrique de l'Industrie, qui travaille aussi sur des sujets d'évangélisation autour des sujets d'industrie, des sujets de transition énergétique au sens global. Est-ce que selon vous, vu que votre travail est aussi de faire de la pédagogie, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une bonne appréhension générale des sujets de circularité et d'efficacité est-ce que ou au contraire, si jamais il manquait une compréhension suffisamment bonne, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour attirer le regard sur ces 2 thématiques qui sont un peu sous-cotées sur la place publique? Alors effectivement, dans une précédente expérience, j'ai travaillé pour la Fabrique de l'Industrie sur les enjeux de décarbonation de l'industrie et la compétitivité industrielle, et notamment les impacts du prix du carbone ou d'autres impacts économiques liés à la décarbonation et la compétitivité. En tout cas, sur les enjeux de recyclage dans l'industrie de la batterie, nous, c'est pleinement pris en compte, et on sera acteur du recyclage, c'est qu'on va recycler nos déchets et les batteries en fin de vie. Donc, c'est un sujet qui est complètement intégré et qui fait partie aussi de l'approvisionnement, puisqu'on sait que pouvoir recycler, c'est à la fois une activité locale,
pouvoir une meilleure maîtrise sur notre approvisionnement, une sécurisation, ne pas être dépendant d'approvisionnement étranger et puis réduire l'impact environnemental, l'empreinte carbone. Donc ça, c'est très important. La filière de recyclage sur les batteries est en cours d'installation, puisqu'en fait, on sait déjà recycler à plus de 90% des batteries lithium-ion, mais en fait, on a des batteries lithium-ion dans nos téléphones que depuis 15 ans et en petite quantité. Donc, c'est vraiment une filière qui est en cours d'installation. Donc, je dirais que la thématique, elle est vraiment prise en compte. C'est au cœur de nos sujets, nos enjeux. Ça permet de répondre à certains enjeux et c'est en cours d'installation et ça s'accélère. Et elle est comprise dans le sens, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, on en parlait un petit peu hier, Geoffrey, qu'il n'y a que les gros industriels, et aussi on en parlait, Paolo, sur le sujet de la chaleur fatale, il n'y a que les gros industriels à qui on dit, mais en fait, du coup, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, comment on peut récupérer? Mais est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue global, vous avez l'impression, vous, dans le cadre de vos activités pour Verkor, que les gens comprennent le sujet, ou est-ce qu'il y a un travail de pédagogie qui est encore important à faire? Pas uniquement pour dans la sphère citoyenne, mais même dans la sphère professionnelle B2B, quoi. Non, c'est un sujet qui est déjà bien, qui est partagé dans le sens où effectivement c'est extrêmement lié, en tout cas avec l'approvisionnement en matières premières. Et donc comme effectivement c'est un sujet important et c'est aussi une moyen de maîtriser, comme on a beaucoup parlé aussi de relocalisation et de souveraineté, le recyclage en fait partie. Hein. Ok. Geoffrey, ton sentiment par rapport à la compréhension globale du sujet? Je vais faire aussi un parallèle avec la question que tu posais initialement sur le pourquoi, en fait. Finalement, je pense que la prise de conscience est encore trop faible aujourd'hui, et c'est celle-là qui nous réunit aujourd'hui. Hein. C'est qu'on est tous apprenants, découvrants, sachants. On est ici dans cette assemblée conscient qu'il y a une urgence et qui nous pousse finalement à agir. Oui, les grands groupes industriels commencent à aborder, à toucher du doigt les problématiques finalement engendrées par le modèle linéaire, mais la prise de conscience, elle est aujourd'hui encore trop faible. Et c'est à nous, dans ces assemblées, encore une fois, de découvrants, d'apprenants et de sachants, d'aller diffuser finalement, d'aller évangéliser, d'aller démystifier le sujet auprès finalement de l'ensemble des chaînes de valeur. L'économie circulaire, c'est indispensable pour deux sujets. Un, faut qu'on le connecte, hein, parce que écologie, économie, c'est pas indissociable. Donc, le premier sujet, c'est que l'économie circulaire peut être un différenciant, d'accord, sur les marchés. D'accord, ça c'est le premier point. Et donc stratégie de très court terme. Le deuxième point, c'est que l'économie circulaire, c'est vital, nécessaire et obligatoire pour la résilience de notre supply chain sur du moyen long terme. Les industriels qui ne prennent pas, et je ne le dirai pas autrement, hein, qui ne prennent pas en compte le chemin de la circularité dans les prochaines années vont droit à la catastrophe. Un chiffre tout simple, pour les besoins d'électrification, d'accord, et donc de décarbonation de notre industrie, de par l'électrification des usages. On va avoir besoin dans les 35 prochaines années, d'accord, d'extraire autant de cuivre que de mémoire d'homme, ce qui est juste écologiquement pas soutenable, d'accord, et industriellement pas faisable. Hein, 17 ans, le time-lapse d'ouverture d'une mine. Donc, on a besoin d'utiliser finalement les solutions qui sont sous notre nez, à notre disposition aujourd'hui, et de changer de paradigme industriel. Donc, la prise de conscience, elle n'est pas encore aujourd'hui assez forte, et on est là tous ensemble aujourd'hui en tant que convaincus, découvrants, apprenants, sachants, etc., pour encore une fois diffuser la parole en interne, d'accord, et c'est là que la détermination fait la différence, et en externe aussi auprès des non-sachants. Quand tu parles autour de toi, tu as l'impression, parce qu'il y a des experts qui vont jusqu'à dire que donc Grégory qu'on écoutait avant, que dans 5 à 10 ans, les entreprises qui n'auront pas pris le tournant, qui n'auront pas fait ce pivot circulaire, n'auront plus l'attractivité nécessaire, voire arriveront au bout de quelque chose, mais de manière assez grave. Est-ce que tu penses que le circulaire, il n'est pas encore vu comme quelque chose qui a un petit tampon vert un peu mignon qu'on a sur une page internet en disant nous on récupère, et puis qu'il n'y a pas aussi un mélange des genres entre le recyclage et la circularité? C'est à ça que je voulais faire référence sur le sujet de la pédagogie en fait. Oui, tout à fait. Il y a un besoin clair finalement de définir ce qu'est la circularité. La circularité, messieurs, dames, c'est du bon sens paysan. Hein. Enfin, arrêtons-nous là, quoi. Hein. La circularité, c'est réduire au maximum nos consommations. On parle beaucoup de recyclage. L'idée de l'économie circulaire, c'est d'éviter le recyclage, hein, d'accord ?
Le recyclage, c'est une fois que j'ai utilisé mon produit une fois, vous savez, la photocopie de la photocopie de la photocopie, bon, bah, arrive un moment, le produit, je dois le valoriser en termes de matière. Mais avant, il y a plein de choses formidables à faire avec le produit concerné, d'accord ? Allonger sa durée de vie, mieux le concevoir en amont de la chaîne de valeur, développer des systèmes de pièces de rechange, etc. Ou faire du remanufacturing qui permet finalement d'apporter une seconde vie au produit. Et donc, on a ce devoir finalement de faire comprendre aux entreprises que oui, peut-être que pour certaines, c'est du nice to have, d'avoir un petit flag vert pour dire je fais de l'économie circulaire. Attention à ne pas tomber dans le greenwashing parce que les leakages environnementaux pour les entreprises sont dramatiques. Et c'est en ça que ces entreprises-là, qui ne prennent pas le chemin d'une circularité vertueuse, vont aller droit dans le mur. Et on passe du nice to have à un must have. Hein. C'est une nécessité, encore une fois. Merci beaucoup. Geoffrey, très clair. Paolo, du coup, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous semble compris? On en a parlé, j'ai un peu la réponse parce qu'on a évidemment quand même un peu préparé cette session. Le sentiment que vous avez, c'est que le sujet, le curseur n'est pas toujours placé au bon endroit. Et il y a un débat qui aujourd'hui est assez un peu hystérique et très manichéen autour de nucléaire versus ENR, etc. Et qu'on ne parle pas trop des fondamentaux finalement. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que le vrai, c'est la circularité, le recyclage, l'efficacité énergétique, c'est pas nouveau. C'est des choses qui, c'est du bon sens paysan, en fait. Et c'est des choses qui sont faites. On a déjà fait beaucoup de choses, en fait. On les a oubliées peut-être, mais elles sont faites. Le grand sujet aujourd'hui, c'est de les massifier, c'est de les industrialiser, de les généraliser. C'est un ensemble de petites choses, mais c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Et c'est et je dirais, la technologie, on l'a. L'innovation, elle est dans le montage contractuel, dans l'assemblage de ces choses-là. Mais je l'illustrerai sur des exemples concrets qui sont collectivement gagnants pour l'industriel, la collectivité, les habitants pour le pouvoir d'achat. Mais simplement, effectivement, c'est des sujets complexes et ça suppose de travailler ensemble dans des mondes qui ne se parlent pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Il est vrai aujourd'hui que on est dans un monde qui a l'impression qu'il est noir ou blanc. On parle beaucoup de décarbonation, d'électrification. C'est important. Mais tout n'est pas nucléaire. On oublie en France que la moitié de l'énergie consommée, c'est de la chaleur, en fait. Ce n'est pas de l'électricité. Tout ne sera pas électrique, en fait. Et dans cette chaleur, on a dit tout à l'heure, on l'a cité à plusieurs fois, chaleur fatale. Mais qu'est-ce que de la chaleur fatale, en fait? Alors, c'est le joli mot pour dire de la chaleur perdue, en fait. Et je ne vais pas vous mettre beaucoup de chiffres, mais retenez que la moitié donc, de l'énergie en France, c'est de la chaleur. Et que, alors après, selon l'ADEME, 36%, on va arrondir à 40%, 40% de cette chaleur, elle est industrielle, elle est perdue, en fait. Donc en fait, c'est là où on a un problème. Voilà, on prend de l'énergie, alors en plus qu'on n'a pas forcément en France, qui n'est pas locale, et on va l'utiliser pour faire des téléphones, des voitures, etc., pour chauffer nos maisons, etc. Et puis on va en perdre la moitié en fait. Et la chaleur, et c'est là où en fait il faut se poser la question de la récupérer. Parce que c'est un déchet du process industriel ou du process qui, voilà, c'est pour ça qu'on appelle qu'elle est fatale. Elle est générée par l'activité qu'on va faire en fait. Et c'est là où après c'est intéressant de pouvoir se dire cette chaleur, c'est où elle est, où est-ce qu'elle existe sur les territoires et qu'est-ce que je peux en faire en fait. Et vous imaginez bien qu'en tant que particulier, on ne va pas raccorder directement notre maison individuelle ou notre appartement au data center qui est dans le quartier, ou bien à l'usine de Vercors qui va fabriquer. On ne va pas aller dire bonjour Caroline, est-ce que je peux brancher ma maison pour la chauffer l'hiver? C'est un peu compliqué. C'est là où il faut des solutions collectives en fait. C'est là où il faut des réseaux de chaleur et des opérateurs qui vont regrouper avec des gros tuyaux cette chaleur fatale, complétée par des énergies renouvelables, parce que cette chaleur fatale industrielle dont on parle ce matin, elle n'est peut-être pas disponible 365 jours par an. Il va falloir penser à de l'appoint par des énergies renouvelables et ensuite la redistribuer auprès de particuliers, chauffer la piscine municipale, le collège, l'hôpital, et conjuguer ce système-là en fait. Et quand je dis ça, vous voyez que tout d'un coup, je viens de rajouter des acteurs dans le sujet.
Il va falloir effectivement que l'industriel parle à la collectivité, que la collectivité parle à un opérateur et que l'opérateur parle aussi à des ménages, etc. En fait. Donc du coup, on est dans un projet beaucoup plus complexe. Moi, je dirais quand même beaucoup plus passionnant et beaucoup plus intéressant, qui est local, parce que la solution, il n'y a pas deux projets pareils. Je suis dans le secteur des réseaux de chaleur. Il y a 898 réseaux de chaleur en France, mais il n'y en a pas deux pareils, en fait. On ne peut pas comparer le réseau parisien et un petit réseau en Auvergne alimenté par une chaudière bois, etc. Ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes industriels. Donc, c'est forcément une solution locale, personnalisée, qu'il faut traiter, en fait. C'est très intéressant. Ça nous permet de faire une transition vers la question suivante. Je pense qu'on a bien travaillé ensemble sur l'établissement quelque part un constat. Maintenant, je voudrais qu'on parle de priorisation des solutions et de perspectives de développement. Je vais commencer, Caroline, avec toi. Selon toi, quelles sont les perspectives urgentes de développement dans les domaines qu'on évoque depuis tout à l'heure en particulier? Et au niveau de Vercor, quelles vont être les grandes priorités de développement ou d'accession à certaines étapes, certains jalons du projet Vercor pour avancer vite, bien? Oui, merci pour cette question. Je vais juste rebondir sur les échanges aussi qui ont eu lieu et pour dire effectivement la coopération est clé. Je pense que c'est vraiment important la coopération entre acteurs qui n'ont pas forcément pu travailler ensemble avant, enfin qui n'ont pas l'habitude. Donc la coopération, c'est vraiment important. Et nous, c'est ce qu'on prône puisqu'on veut développer localement le tissu d'acteurs autour de la chaîne de valeur de la batterie. Et donc, un des enjeux clés, quand on parle aussi recyclage, etc., le fait de partager la circularité et de le promouvoir, c'est aussi la formation. Et ça, c'est hyper important d'avoir des personnes qui ont les compétences et qui sont formées à tous ces métiers-là, parce que ce sont aussi des nouvelles compétences, de mettre en place toute une nouvelle chaîne de valeur. Et donc, c'est vrai en particulier dans le recyclage et aussi dans la chaîne de valeur des batteries. Et donc, on a lancé en septembre une école de la batterie avec 11 partenaires qui sont des entreprises, des laboratoires, des institutions publiques, des universités et des écoles pour former les personnes au métier de la batterie, mais sur toute la chaîne de valeur de la batterie. Donc, ça inclut le recyclage. Ce sont des formations à la fois initiales et continues. Et pour tout un ensemble d'acteurs, donc pas uniquement pour les personnes de Vercor, mais aussi pour toutes les entreprises qui sont amenées à travailler sur la filière de la batterie. Et donc, ça part de l'amont, forcément, de raffinage, etc., les équipementiers jusqu'en aval. Et puis pour tout type de métier, donc des techniciens, des opérateurs, des ingénieurs qui peuvent travailler aussi sur la maintenance, etc. Donc toutes les activités autour de la batterie. Et donc ces formations peuvent se décliner à la fois sur ce qu'on peut appeler de la coloration, donc c'est juste on ajoute des modules de formation à des formations existantes, mais aussi on va créer de toutes pièces des formations, des masters, etc., pour permettre justement d'avoir des personnes qui sont formées à ces nouveaux métiers et puis pour permettre la montée en compétences des personnes qui viendraient d'autres secteurs. Donc, je dirais que la formation, en tout cas, on a besoin de ces compétences, de ces formations, et forcément, c'est un nouveau métier qui se crée, et donc il y a vraiment un besoin de formation qu'il faut vraiment, je pense, soutenir et accélérer. C'est intéressant, vous évoquez en fait indirectement le sujet de la diversité, parce que finalement, ce qu'on reconnaît à l'industrie, c'est la capacité à avoir des typologies de main-d'œuvre et d'emploi qui sont très différentes. Et en fait, la circulaire, c'est aussi bien pour ça. Si je ne dis pas de bêtises, je pars sous votre contrôle. C'est qu'en fait, la diversité des métiers, de l'ouvrier au technicien, ce sont des domaines intenses en main-d'œuvre. Et donc, ça répond aussi à une réalité citoyenne française. Donc, merci Caroline, c'était très clair. Même question, Geoffrey, les perspectives urgentes. Les quelques pieds sur lesquels il faut travailler très vite. On a parlé un peu de pédagogie, la formation et l'éducation est extrêmement importante, l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit? Alors oui, la coopération est indispensable. Donc à travers l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, d'accord. On est très linéaire encore une fois, et la circularité c'est l'antiline. Alors, je sais que je fais un peu peur quand je dis ça, mais c'est créer des boucles de partout. Donc c'est la pédagogie et la démystification du sujet auprès de l'ensemble des chaînes de valeur, d'accord. Le deuxième sujet, on
on a besoin, malgré tout, d'avoir un renforcement des pouvoirs publics, des actions publiques en tous les cas, et du cadre légal. Il y a des choses formidables qui ont été faites, comme la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Juste pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une loi qui stoppe les comportements hérétiques, c'est-à-dire avant en France on jetait des produits neufs, d'accord, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B en mode industriel, des produits neufs qui n'avaient pas trouvé preneur, on les jetait à la poubelle. Donc un comportement un petit peu dingue. Donc cette loi, elle a été mise en place, c'est formidable, et bravo les pouvoirs publics, mais il faut qu'on accélère, d'accord, sur ce sujet-là, par de l'incitatif, par du punitif, par du réglementaire, pour qu'on fasse finalement accélérer le sujet, d'accord. Et le troisième point, c'est une transformation profonde en fait de nos outils industriels. Encore une fois, on est en mode top-down, c'est-à-dire qu'on est là de l'extraction de minière à la transformation, à la conso, et puis derrière aux déchets. Il faut revoir l'ensemble du process industriel. Et honnêtement, c'est pas très compliqué, d'accord. On a en 3 ans ouvert chez Schneider 4 lignes de remanufacturing en France. En temps industriel, 3 ans, c'est pas énorme, d'accord, avec peu d'efforts, parce que finalement, on les a localisés en France, dans les origines mères des produits, donc là d'où les produits neufs venaient. C'est peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Donc, une modification des process industriels et un changement aussi de paradigme, finalement, dans les échanges qu'on a avec les différents acteurs de la chaîne de valeur, puisque demain, nos clients deviendront nos fournisseurs. Ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Où sont les produits, où sont les mines urbaines? Elles sont chez les clients de Schneider, elles sont chez les clients d'Engie, elles sont chez les clients de Vercor. Et il va falloir finalement aussi qu'on travaille sur ce changement de paradigme relation client-fournisseur. Merci. Paolo, sur ce sujet-là, il y a un autre sujet aussi, alors ça sera une extension et une transition vers la prochaine question, mais aussi quelles sont les forces en présence, c'est-à-dire quelles sont les priorités urgentes en termes d'action et qui sont les forces en présence, parce que vouloir le faire, c'est une chose, on a parlé de coopération, mais tout ça doit être un effort collectif. Alors, je suis encore d'accord avec Geoffrey. Je pense qu'il faut faire des boucles, en fait. Alors, on se connaissait pas avant ce matin, mais on a plein de choses en commun. Moi, je crois effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut industrialiser, il faut massifier. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples. On en fait plein, mais en fait, il faut les généraliser. Et je dirais, ça marche malheureusement par deux grands principes. Il faut quelque part contraindre. Alors, c'est la loi, la réglementation. Et puis, il faut encourager. C'est souvent des financements ou des exonérations de taxes. Ça passe un peu par les... Alors, moi, je sais qu'on n'est pas... Moi, j'aime beaucoup faire des lettres au Père Noël. C'est un peu mon métier, d'ailleurs, aux affaires publiques. Et c'est pas la période, mais je peux en faire une. Déjà, j'aimerais, comme je sais qu'on est écouté aussi par quelques cabinets politiques ou qui vont passer, donc j'ai des lettres au Père Noël. La première, c'est que j'aimerais une loi chaleur, c'est-à-dire appliquer les principes de la circularité à l'énergie, en fait. On a eu beaucoup de débats sur, il y a une loi du nucléaire qui va arriver, donc elle est électrique. Il y a eu une loi accélération des ENR qui, malheureusement, on a est à 99% électrique et pas chaleur. Donc, commençons par faire une loi chaleur, par faire des schémas directeurs territoriaux de la chaleur, identifions où sont les pertes de chaleur fatales dont je parlais tout à l'heure et où sont les besoins de consommation une fois qu'on a fait de la sobriété et de l'efficacité énergétique, et posons-nous la question de comment on peut relier les deux déjà. Donc, ça passe effectivement par de la planification territoriale, par une loi pour accélérer. Obligeons peut-être, il existe des choses, parce qu'on ne part pas de zéro. Dans le code de l'environnement, les grands industriels, au-dessus d'une certaine puissance, 20 mégawatts, ça ne vous parlera pas forcément. Mais en gros, quand les grandes usines sont obligées de se poser la question du recyclage de leur chaleur fatale, d'étudier la valorisation de la chaleur fatale. Mais aujourd'hui, techniquement, on sait faire beaucoup plus bas. On pourrait descendre ce seuil bien plus pour que plus de monde se pose la question. Et ça aussi, ça passe par des vecteurs et des contraintes réglementaires, peut-être la loi industrie verte, si on veut accélérer le sujet. Et puis après, il faut, je le disais, le deuxième levier, c'est encourager les bonnes volontés. Parce que tous ces projets collaboratifs, c'est plus compliqué. Et puis des fois, c'est un peu plus cher. Parce qu'il faut tirer des tuyaux, rajouter des choses. C'est moins simple que brancher une prise électrique ou consommer du gaz, en fait. Dans une période de crise. Dans une période de crise, en fait, où souvent, ça a un temps de retour plus compliqué. En fait, c'est économique, mais c'est plus cher à l'investissement.
Et du coup, il faut pouvoir passer ce petit cap pour ensuite avoir des bénéfices sur le long terme, en fait. En fait, c'est court terme contre moyen terme, en fait. Et donc, en fait, c'est là où il y a besoin d'aide ou d'exonération fiscale sur le sujet. Alors, il existe des dispositifs. Je vais citer mon dispositif favori de l'ADEME, qui est le Fonds Chaleur, qui est doté de 500 millions d'euros, un demi-milliard. À côté, en ce moment, je vous invite à écouter les annonces du gouvernement sur le programme EPR. On n'est pas du tout à l'échelle, en fait. On est dans des facteurs qui nous laissent rêveurs. J'aurais presque envie de dire, prenons un 15e EPR et mettez-le dans le recyclage de l'énergie. Pour le montant, on va faire des milliers de projets tous ensemble, en fait. Et ça sera bien pour la planète parce que c'est de l'énergie en France qu'on va récupérer, qu'on va éviter de perdre et circulaire, en fait. Donc voilà, de renforcement des contraintes réglementaires pour ce cadre et plus d'aide et obligeons les gens effectivement à se poser des questions et à travailler ensemble, en fait. Merci à tous les trois. Je vous propose, avant de continuer, qu'on prenne quelques questions. J'en ai un certain nombre qu'on me transmet. La première, je vais me tourner vers toi, Caroline. Alors, je te la lis comme elle a été formulée, hein, je ne déforme pas. Est-ce que le manque d'eau inquiète certains industriels, comme par exemple pour les usages dans le recyclage de batteries? Vraiment par exemple. Hein. Le manque d'eau? Oui. Alors, nous, dans le recyclage, en fait, on sépare les gros composants dans une batterie de façon à pas créer de déchets plus gros que ce qu'on a. Donc, on sépare ces composants, les électrodes, etc. Et on recycle, on extrait les métaux, donc lithium, nickel, etc. Et on les réinsère ensuite dans les matériaux qui sont à nouveau transformés chimiquement et ensuite réinsérés pour faire des batteries. Donc, nous, c'est plutôt, dans le processus de recyclage, c'est plutôt la consommation d'énergie, les émissions de CO2, enfin, c'est l'impact sur l'environnement qu'on regarde. Et le recyclage a de toute façon un impact moindre que l'extraction, évidemment. Et pour autant, on regarde aussi dans le recyclage les procédés. Donc, vérifier que les procédés respectent bien des critères environnementaux et ont un impact faible sur l'environnement. Donc, nous, au sein de notre procédé de production, on utilise très peu d'eau. Ok, un autre commentaire sur le sujet de l'eau, Geoffrey? C'est un sujet qui m'intéresse, hein, d'autant plus qu'on a beaucoup parlé de crise énergétique ces dernières années, on parle maintenant de stress hydrique. Bon, bah voilà, hein, on est rattrapé par la patrouille. Et moi, je veux citer un exemple, alors qu'il y a un exemple qui concerne Schneider pour le coup. Je ne sais pas si vous connaissez les onduleurs, vous savez, c'est les grosses boîtes qui permettent la continuité de service au cas où il y a une coupure, d'accord. Un onduleur de 500 kVA, donc c'est monnaie courante hein, dans l'industrie, c'est 354 piscines olympiques. À un moment donné, il faut juste qu'on se dise, OK, bah, est-ce que mon onduleur, je ne peux pas le récupérer, le renvoyer chez Schneider et le remanufacturer? Donc, dans notre démarche, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne pourra pas de toute façon tout de suite se passer de l'extraction primaire. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce n'est pas possible. Mais c'est regarder finalement dans l'ensemble des propositions de valeur qu'on a et qui sont nécessaires finalement au bon fonctionnement des industries, qu'est-ce qui est le plus consommateur de ressources premières, qu'est-ce qui est le plus consommateur d'énergie, qu'est-ce qui est le plus consommateur d'eau. Et on va faire cette fameuse équation économico-écologique pour dire, OK, là, c'est ces produits-là qu'on va prioriser pour offrir des solutions de remanufacturing au marché. Et aujourd'hui, on remanufacture des onduleurs. Et un onduleur remanufacturé, c'est 4 à 5 litres d'eau. Vous voyez, 345 piscines olympiques, 4 à 5 litres d'eau. Donc, on en a pleinement conscience. C'est dans le cadre, en plus, des objectifs du développement durable des Nations Unies qu'on a signé, bien évidemment, comme tout à chacun ici. Et on en a parfaitement conscience et on agit dessus. Oui. Peut-être pas assez vite, à mon goût, mais voilà, on a initié les démarches. Super. Merci beaucoup. Première question. J'en prends une deuxième qui est intéressante parce qu'elle parle d'engagement. Et on parle tu évoquais, Paolo, le fait de rendre possible et de donner envie d'eux. La question, c'est peut-on mesurer le niveau d'engagement des entreprises industrielles dans la transition énergétique par seulement un benchmark de la performance énergétique avant et après engagement? L'idée, c'est, je pense, la mesure de l'engagement sur la transition énergétique des entreprises industrielles. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Vous avez aussi le droit de dire que vous n'avez rien à répondre et la personne ne vous en voudra absolument pas.
Pas de commentaires particuliers sur ce Non, sujet? mais en fait, c'est la base de la transition énergétique. Parce qu'en fait, on le voit cet hiver. Alors, à titre personnel, on a beaucoup entendu parler de sobriété. Et on a tous fait des économies parce qu'on était sensibilisés au sujet. Alors, après, il y a différents chiffres qui circulent, mais grosso modo, rien que d'y avoir pensé, d'avoir fait attention, on a gagné 10%. Vous avez remarqué que donc on a passé l'hiver sans coupure d'électricité, sans coupure de gaz, tout va bien, en fait, on s'en félicite. Par contre, vous entendez que maintenant, le sujet, c'est passer l'hiver prochain. En fait, le problème de l'efficacité énergétique, c'est de le maintenir dans la durée. Pour ça, il faut mesurer. C'est là où il faut effectivement digitaliser et garantir dans la durée que pendant 15 ans, on va faire ces efforts-là, en fait. Et sans effort, en fait, le naturel, il faut que ça soit plus un effort, en fait. Et c'est pour ça que la mesure, c'est vraiment la première étape indispensable et qu'elle est effectivement très importante. Et il faut déjà commencer par ça, en fait. Après, le grand débat, c'est comment. C'est vrai que c'est publiquement, c'est souvent c'est des sujets où c'est dans quelques communiqués de presse quand on dit j'ai mis un projet à tel endroit, tel industriel a gagné 15% d'efficacité énergétique sur le sujet. À ma connaissance, on n'a pas un benchmark national, c'est pas challengé, il n'y a pas de catégorie des bons élèves et des mauvais en fait. Ouais. Il y a le sujet de la cohérence aussi, c'est-à-dire qu'on avait parlé de la cohérence du projet Vercors en particulier, qui voulait vraiment considérer tous les aspects possibles. Et aujourd'hui, quand on sent un mail d'une compagnie aérienne qui dit qu'on va pouvoir voler en neutralité carbone, il y a aussi un bruit qui est contre-productif pour des gens qui essaient de bâtir des projets qui sont cohérents. Et sur le carbone, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, j'ai rien contre l'automobile, la voiture électrique, on regarde le carbone émis au pot d'échappement ou on regarde le cycle de vie complet de l'objet ou de nos téléphones. Et à ce moment-là, on est en analyse du cycle de vie. Mais alors, du coup, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il faut regarder les ressources en eau, les ressources, les matières premières, l'énergie, d'où vient l'énergie, le démantèlement des installations, leur recyclage. Et donc, en fait, c'est des sujets extrêmement intéressants. Tout à l'heure au café, quand on était ensemble, on disait que même, alors on est des experts du sujet, c'est notre métier en fait. On est des passionnés en plus du sujet, mais même nous, si on doit calculer notre empreinte carbone, il faut qu'on réfléchisse. Personnel. Et c'est là où moi je n'ai pas la solution. Hein. Je regrette qu'on n'ait pas un indicateur pour nous tous, et donc aussi pour l'industrie et pour les collectivités, qui soit simple et on puisse évaluer nos efforts carbone. En fait, finalement, quand je recycle quelque chose dans ma poubelle jaune recyclable ou que je ne prends pas l'avion, finalement, qu'est-ce qui est le plus efficace ou voilà. Et en fait, c'est très compliqué, alors que nous sommes des experts du sujet, en fait. Ouais. Très intéressant. On peut aussi prendre des questions dans le public. D'ailleurs, est-ce que vous avez des questions? On prend les questions d'Internet, mais pas que. Une question devant, ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour les intervenants et je vous remercie énormément. On a appris pas mal de choses. Je vais commencer par un petit truc. Je vous avoue que j'ai été assez inconfortable lors de l'exposé quand on parlait surtout avec l'exposé de Madame Mini qui nous parlait de s'adapter à l'offre en matière de batterie électrique. Pour moi, il y a c'est un peu controversé, comment dire. On sait très bien, on sait tous que l'industrie électrique va pas doubler ni tripler, mais multiplier au moins par 20 la demande en matière première. Et quand il nous a parlé du recyclage, quand il nous a parlé d'appliquer l'économie circulaire, on a commencé par le raffinage, on n'a pas parlé de l'extraction, sachant que tout ce qui est en amont, au moins 90% des déchets retournent dans la nature. Surtout, en fait, moi, la question qui va se baser beaucoup plus sur l'industrie minière. Quel est le rapport que vous avez avec beaucoup plus avec l'industrie minière, en appliquant justement le recyclage et cette économie circulaire? Je ne sais pas si la question est assez claire ou... C'était très clair et je vous remercie pour la profondeur de votre question. Merci. Parce que je pense qu'elle cristallise, elle représente, elle est assez fidèle au questionnement ambiant des citoyens de tous bords, en fait, dans quelle mesure c'est cohérent, etc. Monsieur, c'est une question supplémentaire ou c'est un ajout sur la question de monsieur? Mais cette question, Caroline, soit prête, je pense qu'il y a en partie, on a parlé un peu d'extraction lors de la préparation. Je vous écoute, monsieur.
Merci. Excusez, je suis arrivé un peu en retard. Disons, si je peux dire ça comme allemand, politiquement, la France est actuellement un peu dérégulée, surtout les trains. Alors, peut-être, vous avez déjà évoqué, j'ai partiellement suivi ça dans le transport et la Société nationale d'encouragement fait des replays. Alors, vraiment, ça aide dans les grèves, dans les problèmes de trafic. Mais maintenant, ma question. Je suis secrétaire général de l'association Énergie franco-allemande et je sais que Schneider à Berlin, vous avez un grand siège. Engie, je ne suis pas trop au courant. Et il y a une fondation à Berlin ou en Allemagne. Une cofondatrice, elle est responsable de tous les bâtiments fédéraux. Alors, monsieur, je suis vraiment navré. Est-ce que c'est un complément à la question ou est-ce qu'on répond d'abord à la question de monsieur et ensuite… non, d'accord. Donc, c'est bien ce que je pensais. On va répondre à votre question d'abord et on reprend votre question dans la foulée, monsieur. Je ne veux juste pas qu'on perde les gens en ligne et qu'ils ne comprennent pas si on mélange les sujets. Caroline, si tu nous entends toujours, j'imagine que oui. Est-ce que tu as bien compris l'intégralité de la question de la personne juste avant et est-ce que tu as envie de commenter on a un peu parlé d'extraction ensemble et de l'enjeu que ça représentait, notamment des conditions d'extraction. Je te laisse la parole, Caroline. Oui, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est une question importante et on y fait très attention. Donc, quand je parlais de recyclage, ça inclut le fait de ne pas extraire de métaux stratégiques de mine. Le but du recyclage, c'est de réutiliser des métaux qui sont déjà en circulation, soit dans des batteries en fin de vie, soit dans des rebuts de production, des déchets de production, et de pouvoir les réutiliser directement dans notre process de production et donc du coup de ne pas extraire de métaux supplémentaires du sol. Et donc ça veut dire avoir un impact environnemental plus faible grâce au recyclage et donc de ne pas avoir l'impact des métaux primaires. Et donc sur ça, à la fois nous on travaille sur, donc on a des objectifs de recyclage, en tout cas de taux de contenu recyclé dans nos métaux. Alors dans le cas des batteries, il y a aussi une réglementation européenne. Peut-être entendu parler, on parle de passeport batterie. Et dans le cadre de ce passeport batterie, donc on a un objectif de contenu recyclé par métaux, donc nickel, lithium, cobalt, etc. Nous, on décide d'aller plus loin que les taux qui sont prescrits dans la réglementation, premièrement. Et ensuite, il y a aussi un objectif de traçabilité. Donc, on a un projet de traçabilité où on doit pouvoir retracer systématiquement d'où viennent tous les composants de la batterie, et en particulier les métaux, tout au long de leur étape de transformation. Donc, depuis la mine jusqu'à Vercors. Et donc, pour ce projet de traçabilité, on travaille avec Bureau Veritas et Optel. Et donc, l'objectif est de pouvoir retracer, mais aussi de vérifier que ces métaux sont bien produits dans des conditions environnementales et sociales très strictes. Donc, on a tout un cahier des charges, on a un code de conduite où on regarde, on demande effectivement à nos fournisseurs des retours, des évaluations sur la condition dans lesquelles ces métaux sont produits. Ensuite, je parlais du recyclage et aussi de la relocalisation. C'est-à-dire qu'aussi, d'une part, dans la réglementation, mais nous aussi dans notre volonté, on a la volonté de développer tout l'écosystème localement en Europe, puisqu'on a des capacités en Europe, mais aussi à la fois d'extraction, mais de raffinage et aussi de recyclage qu'on développe avec des partenaires. C'est très clair. Il y a une question à laquelle, j'espère que ça répond pas en partie à votre question. Par contre, il y a un sujet que vous évoquez qu'on va peiner à traiter maintenant, c'est le sujet de la sobriété et de l'effet rebond. C'est de se dire qu'en fait, si on fait des efforts mais qu'on produit 20 fois plus de véhicules, est-ce que de toute façon, on n'est pas dans un paradigme qui est perdu d'avance? On ne va pas pouvoir le traiter en profondeur. Par contre, je vous remercie sincèrement pour cette question qui était très intéressante. Merci Caroline. Monsieur, venons-en à votre question. Je crois qu'elle est adressée à Geoffrey, oui, si je ne m'abuse. Et ça m'a donné le temps de chercher là des détails. C'est la fondation Ressources, même avec un nom français, avec un point d'exclamation au milieu. Et ma question est si Schneider ou Engie a des contacts avec eux ou si c'est intéressant, parce que si ça marche entre la France et l'Allemagne, normalement, ça marche aussi en Europe.
Alors, merci pour votre question. Très sincèrement, je ne saurais pas y répondre en ce qui concerne France Opération. Donc, moi, je suis le directeur de France Opération. Vous voyez, Schneider, c'est une grande boîte. Il y a des bureaux un peu partout. Mais par contre, je noterai vos coordonnées. Je vous donnerai une réponse. J'appellerai donc mes confrères en Allemagne pour savoir si on est ou pas dans cette association. Côté France, en tous les cas, non, pas à ma connaissance. Donc Je regarderai attentivement. ouais, c'était ressources, donc avec un point d'exclamation, c'est ça? Exclamation ressources. D'accord. Si vous pouvez nous redire comme. Très bien. Bon. Cofondatrice, elle est responsable de tous les bâtiments publics en Allemagne qui appartiennent à la. Super. Donc, si vous en êtes d'accord, on échangera après, puis comme ça, je prendrai les informations et je vous tiendrai au courant. Est-ce qu'on a une autre question? Merci. J'ai une question sans doute plus pour, oui, c'est certain, pour Caroline. Quand on est dans un secteur où il y a plein d'innovations, les chimies de batteries qui évoluent, les batteries solides qui arriveront dans quelques 5-10 ans, et qu'on investit sur des volumes significatifs pour passer à l'échelle, est-ce que, en termes de circularité, ça ne vaudrait pas la peine de temporiser en fait pour mettre en service des chaînes de production pour être sûr d'avoir la bonne technologie sur ces chaînes-là? Je ne sais pas si ma question est claire. En gros, si on investit sur des lignes de montage de batteries NMC aujourd'hui, alors que peut-être qu'elles vont passer en LFP dans 3 ans et que finalement on devient en tout solide dans 10 ans, est-ce qu'on n'a pas un problème de circularité finalement sur l'outil de production lui-même? Alors effectivement, nous on a investi aujourd'hui dans des batteries lithium-ion qui sont à maturité pour pouvoir être insérées dans les véhicules électriques. Et donc il y a de toute façon un besoin important de recyclage sur ces batteries, puisque durée de vie d'une batterie c'est 12-15 ans. Il y a des batteries en circulation qui sont pas encore arrivées en fin de vie. Il y a des batteries déjà qui sont produites, des batteries lithium-ion. Donc de toute façon, il y a un besoin en recyclage pour ces batteries-là. Donc, il faut développer les capacités existantes. Il s'agit de développer aussi les compétences, et ces compétences serviront de toute façon pour la suite. Donc, évidemment que la technologie va évoluer, mais pour l'instant, nous, notre priorité, c'est de pouvoir faire face à la demande en batterie effectivement électrique pour ces véhicules-là. Et le recyclage des batteries, comme je disais, est en développement, c'est en cours d'installation. On n'a pas avant recyclé d'autres types de batteries, et donc là pour les batteries lithium, il y a vraiment un besoin à la fois d'infrastructures, de les développer, et puis de compétences. Après, pour revenir sur les batteries électriques, effectivement, l'idée c'est quand même il y a une demande, il y a de toute façon une demande de batteries forte, puisque dans la réglementation européenne, avec l'interdiction, la fin de vente des véhicules thermiques à 2035, de toute façon, il y a quand même un besoin à court terme de véhicules électriques, et donc il faut y répondre. Et donc, nous, c'est de dire, on va fournir une batterie qui va être produite de façon responsable avec une faible empreinte carbone, plutôt que d'importer des batteries faites en Chine qui ont des empreintes carbone beaucoup plus élevées. Donc, il faut de toute façon répondre à cette demande-là, et que notre réponse soit alignée avec l'urgence climatique. C'est intéressant, monsieur, votre question. C'est un peu l'analogie du bus qui va passer. C'est-à-dire qu'en fait, on l'attend 10 minutes, puis on se dit qu'on va marcher, puis en fait, au moment où on part, il arrive, quoi. Donc, il y a ce truc aussi de temporalité qui est intéressant, et je crois que ça concerne aussi beaucoup d'industriels qui se disent que ça sera peut-être demain qu'ils le feront. Ça a été pareil pour les sujets de transformation digitale. On est un peu attentiste, mais aussi parce qu'on n'a pas forcément les moyens et on ne sait pas vraiment si c'est le moment. Merci, j'espère qu'on a répondu en tout cas à votre question. Je vais prendre une dernière question dans le public. Monsieur, et ensuite on aura une dernière question Internet, et puis on va se rapprocher dangereusement de la fin de cette session. Voilà, merci pour tous ces exposés. Vous avez souligné qu'il fallait développer une grande vague dans ces changements de comportement, diffuser des comportements. Je m'excuse, monsieur, et mettez le micro contre votre menton. Bon, vous avez donc souligné la nécessité d'amplifier les changements, la diffusion des bonnes pratiques. Vous n'avez pas mentionné de coopération avec des associations qui, au niveau des communautés
ou des pratiques individuelles. Je pense à compte carbone pour que les gens se rendent compte de tout ça. Vous avez petites choses, peut-être que vous avez de bons exemples à citer. Ça, c'était ma première question. Si je peux en ajouter une seconde, comment peut-on transformer les comportements si dans nos relocalisations, on crée des situations extrêmement compliquées dans les pays en développement? Est-ce que là, ceci vous concerne quelque part, ou vous interpelle, parce que ça peut être un facteur qui vienne annuler tous ces comportements de CO2 si le monde, disons, en développement va à volo? Donc, la première partie de votre question, elle est plutôt liée au sujet de la coopération avec des organisations, associations professionnelles ou non existantes. Donc, c'est un sujet finalement de tissu local, collaborer avec les gens qui font déjà des choses. Et la deuxième partie, alors elle est quasi philosophique, mais elle est très intéressante, c'est de se dire, en fait, si on rapatrie des choses sur le sol français en diminuant drastiquement l'impact carbone, on sait qu'un produit qui est fabriqué en Chine, son impact carbone est à peu près 12 fois supérieur s'il est fabriqué en Chine qu'en France, 8 fois supérieur s'il est en Allemagne. Mais est-ce qu'on ne dérègle pas la situation socio-économique de l'endroit où était initialement l'usine? C'est un peu ça, si je résume. OK. Qui se sent prêt? Moi, pas du tout. Donc, je vous laisse y aller. Non, mais sur la partie coopération, oui. on l'a un peu abordé, mais association, etc. Est-ce que c'est un réflexe que vous avez de vous associer avec des associations? Oui, bien sûr. En fait, c'est effectivement, voilà, je ne l'ai pas cité, mais ça fait partie effectivement des acteurs locaux, parce que c'est là où, quand vous récupérez de la chaleur fatale, enfin, un projet je vais citer un exemple, hein, qui est par exemple Michelin à Clermont-Ferrand. Michelin avait besoin de moderniser son usine pour les utilités fabriquées. Enfin, alors, pas pour le process, leur process propre, mais l'air comprimé, la chaleur, le froid, etc. Donc, ils ont modernisé, ils ont externalisé. Ils avaient le problème suivant. Ils avaient trop d'énergie l'été, pas assez l'hiver. Solution de facilité, ils auraient pu chauffer les petits oiseaux l'été et bon, pas très bien, et mettre une chaudière gaz. Je suis dans un groupe qui vend du gaz. Et ça, voilà, solution facile. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont été voir Clermont-Ferrand Métropole voilà, qui avait un réseau de chaleur qui avait besoin de chauffer des logements. Voilà, et qui travaille avec les gens, le milieu associatif, et souvent des logements sociaux pour détailler par les réseaux de chaleur. Et c'est là où effectivement il y a un projet collaboratif qui s'est fait avec la récupération de la chaleur fatale perdue l'été, excédentaire de l'usine l'été pour l'eau chaude sanitaire, parce que y compris en été on a besoin de chaleur. Et l'hiver, c'est les outils de production renouvelables locaux à partir de biomasse, de déchets en fait, de la forêt dans le cadre de la transformation qui chauffe en fait, et c'est le réseau de chaleur qui va donner l'appoint à l'usine en fait. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de circularité qui fonctionne dans les deux sens du sujet. Et ça se fait effectivement par la bonne volonté de l'industriel, de la collectivité et de toutes les parties prenantes sur le territoire de Clermont-Ferrand dans cet exemple-là, les associations, et d'un opérateur énergétique qui opère, qui exploite le sujet en fait. Donc c'est là où effectivement c'est des projets qui sont en fait vraiment collaboratifs, qui rendent fiers en fait tous les acteurs du territoire, qui sont complexes à monter, mais c'est ça qui est sympa. Je crois, monsieur, qu'un point que vous levez qui est intéressant, c'est qu'on a besoin, la coopération est un peu sous-cotée parfois sur le territoire sur ces sujets complexes, et qu'on avance peut-être un peu trop de notre côté, et que la nécessité d'aller se connecter de manière très simple avec des gens qui ne sont pas bien loin et qui font parfois des choses similaires, c'est un vecteur de développement qui est un tout petit peu sous-coté dans les échanges. Je propose qu'on passe à la deuxième question de monsieur. C'était sur le sujet alors comment on pourrait les appeler, des externalités hors territoire, du rapatriement, etc. Je veux bien la prendre. Alors déjà, merci pour votre question. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est je pense qu'il faut déjà qu'on se félicite des relocalisations, parce qu'elles ont quand même plein de sujets bénéfiques, hein, plein d'allants bénéfiques. Un, dynamisation du business local. Deux, on prend conscience que finalement, les polluants, les déchets, ça va être chez nous, donc on agit un petit peu mieux. Voilà, ça dynamise, on va dire, tout un tissu industriel. Donc, premier point, je pense qu'il faut qu'on s'en félicite. Deuxième sujet, c'est vrai que c'est un débat qui est éthique, industriel, politique. Hein. Alors, je peux vous dire, moi, ce qu'on met en place, en tous les cas, chez Schneider, et
au même titre que je fais l'analogie avec le calcul de son propre empreinte carbone, la réponse que je vais vous faire, elle est globalement vraie et précisément fausse. C'est-à-dire que globalement, lorsqu'on relocalise un site, on met en place finalement ce qu'on appelle un plan de revitalisation. On est conscient que il va y avoir une fracture de par la fermeture d'un site, d'accord ? Et cette fracture, on essaye de la compenser au travers de 2 fondations qui existent chez Schneider, dans le cadre de ce qu'on appelle un plan de revitalisation. Et donc, on va investir dans le tissu économique local pour limiter autant que faire se peut l'impact de cette relocalisation, d'accord ? Maintenant, est-ce que vous dire que on a pris finalement l'ensemble des externalités du 2e, 3e, 4e maillon de la chaîne suite à la fermeture d'une industrie, ça entraîne la fermeture de commerce externe, etc. Je ne saurais pas vous le dire et je pense qu'avant de m'aventurer dans une réponse serait trop hasardeuse. Mais voilà, globalement, on y travaille. Est-ce que précisément sur chacun des impacts qu'une relocalisation peut avoir, on intervient ? Là, je ne saurais pas vous répondre. Je crois qu'il y a le sujet de la mondialisation. Je pense sur le sujet des globalisations, il y a un retour sur Terre qui n'est pas simple. On a décentralisé toutes les chaînes de valeur et aujourd'hui, on en revient. Et en effet, ça a forcément un impact. Je crois qu'un chiffre qui a beaucoup évolué, c'est qu'aujourd'hui, le terme mondialisation sonne négativement dans 54%, chez 54% des Français, ce qui n'était pas du tout le cas, ne serait-ce qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, je pense qu'il y a aussi un rapport à cette mondialisation qui est complexe aujourd'hui parce qu'on en revient, tout simplement. Paolo, un dernier commentaire ? Non, mais je pense que je voulais rappeler, effectivement, c'est quand on raisonne en analyse du cycle de vie, finalement, du début jusqu'à la fin, ce qui est très compliqué, finalement, ça permet de prendre conscience, effectivement, qu'il ne faut pas regarder simplement le produit fini et se dire, je m'en fous de savoir comment a été extrait les matériaux, comment il a été fait, parce que ce n'est pas à côté de nos fenêtres. C'est là où je rejoins le bienfait de la relocalisation locale, parce que moi, j'aime bien, quand j'étais dans les déchets, le principe de base, c'est que c'est Lavoisier. Il faut avoir en tête qu'en fait, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de solution magique et que tout se transforme, rien ne se crée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme en fait. Et voilà, quand on fait quelque chose et quand on le fait dans son territoire, il faut en tenir compte. C'est vrai que c'est plus facile quand on l'a sous les yeux de l'avoir. Et si on raisonne en cycle de vie, toute la grande difficulté de le faire, c'est de dire finalement la batterie ou l'extraction, si elle est faite à l'autre bout du monde, elle est aussi impactante et il faut en tenir compte en fait. Merci. Dernière question. Alors, Monsieur, pardon, est-ce que je peux ajouter juste un point sur ce qui bien vient d'être entendu, dit ? Caroline. Effectivement, je rejoins ce que vous dites. C'est important de vérifier dans quelles conditions les productions sont faites quand c'est effectivement pas sous notre nez. Et d'autant plus, je dirais, d'accompagner et d'aider ces partenaires à déjà les sensibiliser, les accompagner et les permettre d'atteindre des niveaux plus élevés de soutenabilité. Et donc, à la fois, nous, on est poussé par la réglementation, mais on le fait aussi au-delà pour accompagner justement nos fournisseurs, nos partenaires sur ces aspects environnementaux et sociaux pour que progressivement aussi ils soient sensibilisés, ils puissent les prendre en compte et on les accompagne pour qu'ils puissent définir des objectifs plus durables. Merci pour ce complément, Caroline. Je me dirige vers cette dernière question, qui sera la toute dernière. Je vous la lis comme telle, encore une fois. Selon vous, quel est le moyen de transition énergétique le plus efficace pour les industries qui sont actives dans des territoires où il y a de l'énergie en abondance et bon marché ? Alors, je voudrais bien savoir où sont ces territoires où l'énergie est en abondance et bon marché, mais dites-nous parce qu'on déménage demain. Alors, je vous lis la question comme telle. Qu'est-ce que ça vous évoque, si ça vous évoque quelque chose ? Alors, c'est parti. On peut répéter la question. On a dit qu'on lisait toutes les questions. C'est le jeu d'Internet. À chaque fois, on dit aux gens de poser des questions et on ne les lit pas. Donc, nous, on ne prend pas ce parti-là. Selon vous, quel est le moyen de transition énergétique le plus efficace pour les industries qui sont actives dans des territoires où il y a de l'énergie en abondance et bon marché ? Donc, soit on dépasse les frontières, on répond pour des entreprises basées aux États-Unis ou je ne sais où, ou est-ce qu'en fait, il y a peut-être une petite erreur sur le postulat de base qu'on aurait de l'énergie en abondance et bon marché ? Oui, déjà, sur le postulat de base, énergie en abondance et bon marché, alors en France, voilà, on n'en a pas. C'est pas précisé en France, sur des territoires. Sur d'autres territoires, oui, ça peut exister. À quel prix, parce qu'on peut faire de la fracture hydraulique, on peut faire plein de choses pour aller récupérer de l'énergie. Et finalement, en bout de chaîne, je ne suis pas certain qu'elle soit si bon marché que ça. Maintenant, quelles sont les méthodes les plus efficaces ? Je relis le début de la question pour les
les moyens de transition énergétique les plus efficaces, c'est pas un seul moyen en fait, c'est une combinaison de plusieurs moyens. C'est la synergie déjà entre les opérateurs de la chaîne de valeur, c'est la mise en place sur l'ensemble des scopes et pas seulement, comme le disait Grégory, sur le scope 1 et 2 qui ne représentent que 5% des émissions carbone. En fait, finalement, c'est un ensemble de solutions qui vont permettre la transition énergétique, la digitalisation, la récupération de la chaleur fatale, le non-recyclage, parce que le recyclage c'est la mise en déchetterie, mais l'utilisation des produits, leur réutilisation, c'est tous ces maillons mis bout à bout qui rendent finalement une transition énergétique beaucoup plus efficace. Peut-être, si je peux me permettre un complément, moi je le relierais à la question précédente en fait. Alors de l'énergie effectivement pas chère, abondante, produite en France, il n'y en a pas en fait. Voilà, ça. Par contre après, si on relie la question peut-être à, je sais pas, je suis en Chine, j'ai du charbon abondant et je fais, voilà, vraiment je suis pas, je le relie à la question précédente finalement. Est-ce que dans cette analyse du cycle de vie, cette prise de conscience collective qu'on doit tous avoir quand on achète des choses, c'est redire finalement ce que je prends en France quand j'achète ma voiture électrique. Est-ce que finalement la batterie de ma voiture que je vais choisir, elle est faite par Caroline avec une préoccupation environnementale complète et j'ai pas dit qu'elle avait zéro impact. Hein, on n'est pas chez, c'est pas magique. Hein, on n'est pas chez oui. Voilà. Mais est-ce que je choisis la voiture qui a la batterie Caroline, qui a cette conscience environnementale et qui a fait cet effort, ou est-ce que je vais prendre la batterie, la voiture avec une batterie qui a été faite ailleurs dans un endroit que je sais pas. Voilà. Je sais pas répondre à la question, mais je pense que déjà rien que si on se pose la question. Si on en prend conscience, on a un petit bout de la réponse. Puis après, après il y a d'autres contraintes, l'économie de chacun qui est ça. Mais je pense que voilà, moi j'aurais envie de relier. Et du coup, si on prend tous conscience et qu'on achète les voitures avec les batteries Caroline, parce qu'on considère que c'est mieux, peut-être que l'entreprise qui est à côté, qui prend de l'énergie pas faire, elle va perdre des clients. C'est la loi de l'économie. Elle va se poser des questions. Elle va dire mais pourquoi donc mes batteries sont plus achetées, et que ça va la transformer aussi par ce levier-là en fait. On me dit d'ailleurs à l'oreillette que le véhicule de WeWin n'est pas du tout électrique par ailleurs. Donc peut-être une piste pour Vercors sur la publicité. Voilà, je voudrais pas, moi quand faut générer des rencontres, c'est toujours positif. Donc en fait, je voudrais tous vous remercier pour ces questions actives et franchement profondes et très intéressantes, très sincèrement. Merci à nos trois intervenants. Caroline, t'es heureux de vous avoir. Vous n'étiez pas avec nous physiquement, mais c'était super de vous entendre. On vous invite évidemment à aller regarder ce que fait Vercors. Ils sont présents sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait passionnant. Et puis surtout, de manière générale, ajouter nos intervenants sur LinkedIn. Alors, je ne veux pas faire l'ayatollah des réseaux sociaux à tout prix, mais c'est une belle manière d'aller lire les actualités et du groupe et des individualités qui sont avec nous aujourd'hui, et puis de leur poser une multitude de questions. Je vais vous remercier pour votre présence. Je vous rappelle que nous nous voyons pour la 4e session du cycle Industrie et Territoire qui a lieu le 18 avril dans le lieu magique de l'Hôtel de l'Industrie et la Société d'encouragement à l'Industrie nationale. Donc il faut venir. Si vous pouvez venir physiquement, on sera ravis de vous accueillir. Surtout si vous n'êtes jamais venu, c'est un lieu qui vaut le détour. On parlera, alors attendez, parce que la thématique, c'est sur le coût et le financement de la transition énergétique. Alors on avance. On précise le sujet pour essayer de se rapprocher de plus en plus des solutions. Et on aura cette fois-ci également de très très beaux intervenants avec un sujet tout à fait passionnant. Merci à tous et nous vous rendons l'antenne. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Because every time I hear Jay Dilla beat, it hits me right in my heart, it hits me right in my soul. Like, you feel that shit every time.